Le soleil pendait comme une pièce de cuivre dans le ciel décoloré, pesant sur la ville de Redemption Creek avec le poids du jugement lui-même. Des tourbillons de poussière dansaient entre les bâtiments délabrés, emportant avec eux les prières et les malédictions de ceux qui avaient tenté d'apprivoiser cette terre impitoyable. À l'extrémité est de la ville, là où la civilisation cédait la place à une prairie infinie, se dressait une modeste chapelle en bois, dont les planches blanchies à la chaux s'écaillaient comme une vieille peau sous l'assaut incessant du vent et du temps. Sarah McKenna se tenait à la porte de la petite maison attenante à la chapelle, sa silhouette élancée se découpant dans l'obscurité de l'intérieur. Le deuil qu'elle portait semblait absorber la lumière autour d'elle, la faisant apparaître comme une ombre prise forme. Cela faisait 6 mois qu'ils avaient enterré le révérend Thomas McKenna dans la terre dure derrière la chapelle. 6 mois qu'elle était devenue le monument vivant de la bienséance et du deuil de la ville. La chaleur de l'après-midi pesait sur elle comme une créature vivante. Mais Sarah restait immobile, observant la ville en contrebas avec des yeux qui avaient oublié comment voir véritablement. Redemption Creek s'étendait devant elle, avec ses bâtiments aux façades factices et ses rêves tombés à l'eau. Le magasin général, la forge, le saloon à la roue cassée. Tous étaient des monuments à la résistance obstinée de l'humanité à admettre sa défaite face à une nature indifférente. Madame McKenna appela une voix en contrebas. Madame Adelaide Hutchkins, la femme du banquier, se tenait au pied de la colline, son ombrelle inclinée contre le soleil. La société d'aide aux dames se réunit dans 1 heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous. Les lèvres de Sarah esquissèrent ce qui aurait pu passer pour un sourire. Bien sûr, Madame Hutchkins, je ne manquerai cela pour rien au monde. La femme plus âgée approuva d'un signe de tête avant de poursuivre son chemin dans Main Street, sa tournure se balançant avec suffisance. Sarah la regarda s'éloigner, sachant que sa présence à la réunion n'était pas vraiment facultative. La veuve d'un pasteur avait des obligations, un rôle à jouer dans le théâtre moral de la frontière. On attendait d'elle qu'elle soit un modèle de vertu, un rappel que même dans cette terre sans loi, l'ordre de Dieu pouvait prévaloir. Le bruit des sabots attira son attention vers la route à l'ouest, où un cavalier solitaire émergeait de la chaleur miroitante comme un spectre. La main de Sarah se porta inconsciemment vers la croix qu'elle portait autour du cou, tandis qu'elle le regardait s'approcher. Ce voyageur avait quelque chose de différent. Quelque chose dans sa façon de monter à cheval, non pas avec la rigidité des citadins ou la fanfaronnade des cow-boys locaux, mais avec une grâce fluide qui témoignait d'innombrables kilomètres parcourus et d'horizons innombrables. L'inconnu montait d'une jument baie poussiéreuse, le visage obscurci par l'ombre d'un chapeau usé par les intempéries. Alors qu'il s'approchait de la lisière de la ville, Sarah put distinguer plus de détails. Le cuir usé de son manteau, le reflet argenté de ses éperons, la façon décontractée dont sa main reposait près du pistolet à sa hanche. Il passa devant la chapelle sans lever les yeux, mais quelque chose dans l'inclinaison de sa tête suggérait qu'il était conscient de sa présence. En bas, dans la ville, les têtes se tournèrent et les conversations s'interrompirent. Les étrangers n'étaient pas rares à Redemption Creek. La ville était située sur une route très fréquentée entre Fort Worth et les camps miniers au nord. Mais cet étranger avait quelque chose qui mettait les habitants sur les nerfs. C'était peut-être sa façon de se déplacer, avec la grâce contrôlée d'un homme qui avait appris que les mouvements brusques pouvaient signifier la mort. Ou peut-être était-ce simplement parce qu'il voyageait seul, sans les attributs habituels du commerce ou de la compagnie qui caractérisaient la plupart des voyageurs. Sarah le regarda descendre de cheval devant la roue cassée et attacher son cheval à la barrière avec une efficacité acquise par l'habitude. Lorsqu'il poussa les portes battantes du saloon, elle put presque entendre le souffle collectif des honnêtes citoyens de Redemption Creek. « Un vagabond », chuchotait-il. « Un homme sans racines, c'est un nom digne d'être connu. Il n'a pas sa place dans notre monde soigneusement ordonné. » Elle retourna chez elle, fermant la porte pour se protéger de la chaleur et des questions que l'arrivée de l'étranger avait soulevées. L'intérieur était frais et sombre, sentant le savon de Marseille et le vieux bois. Chaque surface était impeccablement propre. La propreté étant proche de la piété, comme Thomas le prêchait souvent. Les meubles étaient disposés de manière rigide, chacun exactement à l'endroit où son défunt mari les avait placés. Rien n'avait été déplacé depuis sa mort, comme si, en conservant l'ordre physique de leur vie commune, elle pouvait en préserver le sens.
Dans la cuisine, Sarah préparait machinalement la réunion d'aide aux femmes, coupant un gâteau qui ne lui donnait pas envie et préparant un thé qui aurait le goût de poussière dans sa bouche. Par la fenêtre, elle pouvait voir le cimetière où reposait Thomas, sa pierre tombale se dressant droite et fière parmi les pierres inclinées de ceux qui l'avaient précédé. Un homme bon, disaient les habitants de la ville, un homme de Dieu qui avait apporté la parole du Seigneur dans le désert, et elle avait été une bonne épouse, soutenant son ministère, s'occupant de sa maison, ne remettant jamais en question le chemin que le Seigneur leur avait tracé. Le bruit de verre brisé provenant du saloon interrompit ses pensées. Sarah n'avait pas besoin de regarder pour savoir ce qui se passait. La présence de l'étranger avait sans doute perturbé le fragile équilibre des habitués du saloon. Il y aurait des échanges de mots, des défis lancés, la danse éternelle des hommes essayant d'établir leur domination dans un monde qui ne reconnaissait que la force. Une heure plus tard, Sarah descendit la colline jusqu'au salon Hodgkins, où la société d'aide aux femmes s'était rassemblée comme une volée d'oiseaux noirs. Comme toujours, la conversation portait sur les défaillances morales des autres et la lutte constante contre les influences corruptrices de la frontière. « Avez-vous vu ce vagabond qui s'est présenté ?» demanda Madame Hodgkins, d'une voix suffisamment forte pour être entendue dans toute la pièce. Il est entré dans le saloon en plein jour, avec un culot incroyable. Cela ne présage rien de bon, acquiesça Madame Templeton, l'institutrice. Ces hommes ne causent que des ennuis. La violence les suit comme un ombre. Sarah était assise tranquillement, les mains jointes sur ses genoux, jouant le rôle qu'on attendait d'elle. Mais derrière ses yeux baissés, elle se surprit à penser à l'étranger, à la façon dont il était entré en ville comme s'il était le maître de l'air qu'il respirait. À quand remontait la dernière fois où elle avait ressenti une telle liberté? À quand remontait la dernière fois où elle avait traversé le monde sans le poids des attentes des autres pesant sur ses épaules? Madame McKenna. Madame Hodgkins dit en tournant son regard perçant vers Sarah, « Vous devez être particulièrement prudente, une veuve vivant seule près de la chapelle. Il ne faudrait pas qu'un tel homme prenne des libertés. » « Bien sûr, murmura Sarah, ressentant cette oppression familière dans sa poitrine qui survenait chaque fois qu'on lui rappelait sa situation précaire. Une veuve sans famille, sans moyens d'existence indépendants, vivant de la charité de l'Église et de la bienveillance de la communauté. Un faux pas, un soupçon de scandale, et elle se retrouverait rejetée, une autre victime de la nature impitoyable de la frontière. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel de nuances sanglantes et dorées, Sarah retourna à la chapelle. La ville avait pris son caractère nocturne, avec les voix plus fortes provenant du saloon, le tintement des verres, les éclats de rire occasionnels. Elle accéléra le pas, impatiente de se retrouver derrière sa porte avant la tombée de la nuit. Mais lorsqu'elle atteignit le sommet de la colline, elle s'arrêta. Là, assis sur les marches en bois de la chapelle, se trouvait l'inconnu. Il avait retiré son chapeau, révélant des cheveux foncés parsemés de mèches argentées prématurées et un visage buriné par le vent et les intempéries. Il roulait d'une cigarette d'une main assurée, apparemment inconscient du caractère inapproprié de sa présence sur un sol sacré. Le cœur de Sarah se mit à battre à tout rompre lorsque leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient gris, de la couleur des nuages d'orage au-dessus de la prairie, et il la regardait avec une franchise qui la rendit soudainement mal à l'aise. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. L'air du soir flottait entre eux, chargé de questions tacites et du poids des conventions sociales. Puis il sourit. Ce n'était pas le sourire poli et étudié des habitants de la ville, mais quelque chose de plus authentique, de plus honnête. « Bonsoir, madame, dit-il, sa voix portant les traces de contrées lointaines. Vous avez une belle église ici. » Sarah savait qu'elle aurait dû le réprimander, lui ordonner de quitter les marches de l'église et de retourner dans l'ombre d'où il était sorti. C'est ce qu'aurait fait Thomas. C'est ce que la ville attendait d'elle. Elle s'entendit dire, « C'est mon mari qui l'a construite. Il était pasteur ici. » Était, le regard de l'inconnu s'aiguisa, embrassant sa robe noire, la distance prudente qu'elle maintenait. « Mes condoléances, madame. 6 mois récemment. » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait voulu, teintés d'une amertume qu'elle ne se savait pas nourrir. Il hocha lentement la tête, puis se leva avec la même grâce fluide qu'elle avait remarquée plus tôt. « Jack Corian, dit-il en touchant le bord de son chapeau, « je pars dans un jour ou deux. Je ne voulais pas perturber votre soirée. » Alors qu'il passait devant elle,
se dirigeant vers la ville, Sarah perçut une odeur de cuir et de tabac, et quelque chose d'autre, l'odeur sauvage des grands espaces et des horizons illimités. Elle resta figée, regardant sa silhouette s'éloigner, avec le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans le monde. L'inconnu Jack Corn l'avait regardé et n'avait vu ni la veuve du pasteur, ni la gardienne de la morale de la ville, mais simplement une femme debout dans la lumière déclinante. Cette nuit-là, Sarah s'allongea dans son lit étroit, fixant le plafond et écoutant les bruits de la ville en contrebas. Quelque part, un coyote hurla, et ses cris semblaient évoquer toute la sauvagerie qui existait encore au-delà des frontières de la civilisation. Elle pensa à des yeux gris et à des mains fermes, à un homme qui traversait le monde comme s'il n'appartenait qu'à lui-même. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, Sarah McKenna se permit de se demander ce qui se trouvait au-delà des limites de Redemption Creek, au-delà du rôle que le destin et les circonstances lui avaient assigné. C'était une pensée dangereuse qui menaçait les fondements même de la vie qu'elle s'était construite. Mais, tout comme l'étranger qui l'avait suscité, cette pensée refusait de s'évanouir. Dehors, les étoiles tournaient dans leur danse éternelle, indifférentes aux petits drames des humains en dessous. Et dans l'obscurité de sa chambre, la veuve du pasteur enfouit son visage dans son oreiller et tenta de ne pas penser à la liberté. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux fins de la chambre de Sarah, dessinant des rayures dorées sur le parquet. Elle restait allongée entre le sommeil et l'éveil, perdue dans des souvenirs qui lui revenaient sans qu'elle le veuille, comme des feuilles d'automne emportées par le vent. Thomas avait été un homme bon. Tout le monde le disait. Il l'avait rencontrée alors qu'elle travaillait dans le magasin de son père à Saint-Louis, une jeune fille de 19 ans dont les rêves ne dépassaient pas les limites de son petit monde. Il l'avait courtisée avec des citations bibliques et des promesses d'avenir, de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. « Tu seras une aide précieuse », lui avait-il dit. Ses mains pâles repliées sur sa Bible. « Ensemble, nous apporterons la parole de Dieu à la frontière. » C'est une noble tâche, Sarah, une tâche sacrée. Et elle l'avait cru, avait emballé ses maigres possessions et l'avait suivi vers l'ouest, dans cette ville balayée par la poussière, où la frontière entre le salut et la damnation était aussi mince que le givre du matin. Thomas avait 15 ans de plus qu'elle. Sa passion était entièrement réservée à ses sermons et à sa vision d'une communauté pieuse sculptée dans la nature sauvage. Leur mariage avait été un mariage de devoir et de convenance. Deux personnes partageant une maison et un but, mais ne se partageant jamais vraiment elles-mêmes. Sarah se leva et s'habilla de son deuil noir, ses doigts actionnant les boutons par mémoire. Par la fenêtre, elle pouvait voir la ville s'animer, les commerçants balayer leurs perrons. Le marteau du forgeron résonnait déjà contre le fer et là, près de l'abreuvoir, près de l'écurie, Jack Corgan se lavait le visage pour enlever la poussière de la route. Elle se surprit à regarder l'eau couler le long de son cou, la force naturelle de ses mouvements. Il était différent des hommes de Redemption Creek qui se déplaçaient soit avec la rigidité des justes sauvés, soit avec la culpabilité traînante des pécheurs. Corgan se déplaçait comme les chevaux sauvages qu'elle voyait parfois à l'horizon, indomptés et sans honte. Un coup sec à sa porte la fit reculer de la fenêtre, les joues en feu comme si elle avait été surprise en flagrant délit. C'était Madame Hutchkins, venue discuter des comptes mensuels de l'Église. Sarah la fit entrer, lui servit du thé et tenta de se concentrer sur les colonnes de chiffres tandis que son esprit vagabondait vers des yeux gris et le parfum de contrées lointaines. « Vous semblez distraite, ma chère, » observa Madame Hutchkins, ses petits yeux perçants derrière ses lunettes. « Vous vous sentez bien? »« Parfaitement bien, merci, » répondit Sarah, forçant son attention à revenir au grand livre. « Juste fatiguée, je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. » La chaleur, Madame Hutchkins acquiesça, bien que son expression suggérait qu'elle soupçonnait d'autres causes. Ce vagabond est toujours en ville. Tu sais, il a passé la nuit à la pension. Madame Garrett dit qu'il a payé d'avance. En espèces? On se demande où un tel homme trouve de l'argent liquide. Sarah émit un son évasif, sachant que toute réponse serait disséquée et analysée par les commères de la ville après ce qui semblait être des heures. Madame Hutchkins finit par partir, laissant Sarah avec un mal de tête lancinant et un besoin désespéré d'air frais. Elle sortit pour s'occuper de son petit potager, trouvant du réconfort dans le simple fait de faire pousser la vie dans cette terre récalcitrante. Les tomates commençaient à mûrir,
leur globe rouge promettant un goût qui dépasserait la monotonie des haricots et du porc salé. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle n'entendit pas les pas qui s'approchaient jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur les plantes. « Madame !» Sarah leva les yeux et vit Jack Corione debout à la porte du jardin, son chapeau à la main, dans la lumière du matin. Elle pouvait voir les fines rides autour de ses yeux, les marques du temps qui témoignaient d'années passées sous un soleil impitoyable. Il avait une cicatrice le long de la mâchoire, fine et blanche sur sa peau bronzée. « Monsieur Carian, dit-elle en se redressant et en essuyant la terre de ses mains. « Puis-je vous aider? En fait, j'espérais pouvoir vous aider. » Il désigna son petit chariot dont une roue était inclinée de manière inquiétante. « J'ai remarqué hier que vous aviez un problème. Les roues sont sur le point de se détacher de l'essieu. C'est dangereux, surtout si vous prévoyez d'aller en ville. » Sarah regarda le chariot et vit ce qu'elle ignorait depuis des semaines. Thomas s'était toujours occupé de ce genre de choses. Et depuis sa mort, elle s'était simplement débrouillée, marchant quand c'était possible, et espérant que le chariot tiendrait le coup quand c'était nécessaire. « Je ne m'en étais pas rendu compte, » admit-elle, détestant l'impuissance dans sa voix. « Il n'y a aucune raison que vous le remarquiez, » dit Kurgan avec désinvolture. « Il faut avoir l'œil pour ce genre de choses. Je peux le réparer pour vous si vous voulez. Cela ne me prendra qu'une heure. » Elle aurait dû refuser. Il n'était pas convenable pour une veuve d'accepter l'aide d'un étranger, surtout un étranger avec la réputation de Kurgan, mais son côté pratique, celui qui avait survécu à 6 mois de débrouille, l'emporta. « Un point. Je vous en serais reconnaissante, dit-elle doucement, mais je crains de ne pas pouvoir vous payer beaucoup. » Quelque chose brilla dans ses yeux, de l'amusement peut-être, ou de la compréhension. « Je ne cherchais pas à être payé, madame. Je faisais juste preuve de bon voisinage. » Il se mit au travail avec une efficacité qui témoignait d'une longue pratique, sortant des outils de ses sacoches et s'attaquant aux problèmes avec une compétence tranquille. Sarah se retrouva à tourner autour de lui, faisant semblant de continuer son travail dans le jardin, mais observant en réalité le jeu des muscles sous sa chemise, les mouvements assurés de ses mains. « Vous vous y connaissez en chariot ?» remarqua-t-elle immédiatement, se sentant idiote d'énoncer une évidence. « Je m'y connais en beaucoup de choses. » répondit-il sans lever les yeux. « Un homme qui voyage autant que moi apprend à réparer ce qui est soigné. On ne peut pas toujours compter sur la présence d'un forgeron ou d'un charron quand on en a besoin. Où voyagez-vous? » La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Il leva les yeux vers elle. Un demi-sourire se dessina au coin de sa bouche. « Partout où la route me mène, en Californie pour l'or, même si c'est presque épuisé maintenant. Le Colorado pour l'argent, le Texas pour les troupeaux, l'Oregon autrefois. Mais il y pleuvait trop à mon goût. » Sarah essaya d'imaginer une telle liberté, une telle richesse d'expérience. Son propre monde s'était réduit du magasin de son père à l'église de Thomas, de Saint-Louis à Redemption Creek. « Vous n'avez jamais envie de vous installer, de trouver un endroit où vous vous sentez chez vous? » « L'appartenance est une chose délicate, » dit Kurgan en retournant à son travail. « Certaines personnes sont nées pour ça, comme votre mari. Je suppose que d'autres passent leur vie à le chercher. Et d'autres aussi encore, dit « Oh boy », dit-il en haussant les épaules, ont appris que le seul endroit où ils ont leur place est le prochain kilomètre de route déserte. » Ils travaillèrent ensuite dans un silence complice. Sarah s'occupait de ses plantes, tandis que Corin réparait la roue. Elle se surprit à lui jeter des regards furtifs, remarquant la façon dont il maniait les outils avec la même aisance qu'il avait montré avec son cheval. Il dégageait une compétence profondément attirante, une autosuffisance qui contrastait fortement avec l'interdépendance de la vie en ville. « Voilà, dit-il enfin en se levant et en époussetant ses mains. Ça devrait tenir maintenant, mais vous devriez peut-être demander au forgeron de l'examiner correctement quand vous en aurez l'occasion. »« Merci, dit Sarah, avec une sincérité qu'il ne pouvait imaginer. « Vous ne restez pas pour boire un verre d'eau ou un café? »« C'est le moins que je puisse faire, hésita-t-il, et elle voyait qu'il pesait le pour et le contre, entre convenance et désir. De l'eau serait la bienvenue, finit-il par dire. Elle le conduisit à la pompe derrière la maison, consciente de sa présence derrière elle comme une chaleur physique, tandis qu'il actionnait la poignée et buvait dans la tasse en étain qu'elle lui avait tendue. Sarah se surprit à parler sans réfléchir. « Mon mari était un homme bon, dit-elle. Tout le monde le dit. Il a construit l'Église, apporté la civilisation dans cette région sauvage. Il a sauvé des âmes.
Corian posa la tasse et la regarda de ses yeux gris orageux. Mais il n'y a pas de mais, dit-elle rapidement, la réponse appropriée lui venant automatiquement. Puis, plus calmement, c'était un homme bon, froid, peut-être distant, plus amoureux de sa vision que de moi, mais il était bon avec moi. Il m'a donné un foyer, un but. Une cage peut être dorée et rester une cage, dit doucement Corian. Sarah sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, comme de la glace se fissurant sur un étang gelé. Vous ne devriez pas dire de telles choses. Je ne devrais pas vous parler du tout. Les gens vont jaser. Les gens jacassent toujours, dit-il en haussant les épaules. Laissez-les. Vous n'avez rien fait de mal. Madame McKenna, moi non plus. Un homme répare une roue de charrette. Une femme offre de l'eau. Il n'y a rien d'inapproprié à cela. Mais il y avait quelque chose d'inapproprié dans la façon dont il la regardait, dans la façon dont son pouls s'accélérait lorsqu'il prononçait son nom. Sarah serra ses bras autour d'elle. Elle eut soudain froid malgré la chaleur matinale. « Vous devriez partir, dit-elle. Merci pour votre aide, mais vous devriez partir. » Il acquiesça, le regard compréhensif. « Je partirai demain. Peut-être après-demain. Vous n'aurez plus à vous soucier du scandale très longtemps. » Il toucha le bord de son chapeau en guise d'adieu et se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit avant cela, quoi que ce soit, je suis à la pension de Madame Garrett. » Sarah le regarda s'éloigner, ses longues enjambées avalant la distance entre sa maison et la ville. Elle resta là jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue, les mains serrées sur les côtés, luttant contre l'envie de le rappeler. Ce soir-là, alors qu'elle était assise seule dans son salon, sa Bible ouverte sur les genoux, Sarah se trouva incapable de se concentrer sur les mots familiers. Au lieu de cela, elle pensa aux routes qui menaient vers des horizons lointains, à un monde au-delà des limites étroites du devoir et des attentes. Elle pensa à des yeux gris chaleureux et à des mains marquées de cicatrices, à ce qu'elle pourrait ressentir si elle était touchée par quelqu'un qui la désirait pour elle-même, et non pour ce qu'elle représentait. Quand elle finit par s'endormir, elle rêva de chevaux sauvages galopant librement à travers des plaines infinies, leurs crinières flottant comme de l'eau sombre dans le vent. Et dans son rêve, elle courait avec eux, ses vêtements de veuve déchirés par la vitesse de sa course, la laissant nue et sans honte sous un ciel infini. Le lendemain soir, Sarah fut prise d'une agitation qu'elle ne parvint pas à chasser. Elle avait passé la journée à s'occuper de tâches convenables, réparant des vêtements, rendant visite aux malades, lisant les Écritures. Mais son esprit ne cessait de vagabonder vers d'autres pensées. À la tombée de la nuit, elle se retrouva debout à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Le saloon brillait de mille feux, ses fenêtres répandant une lumière dorée sur la rue poussiéreuse. Elle pouvait entendre au loin le son d'un piano, quelqu'un jouant un air mélancolique qui parlait de solitude et d'occasions manquées. Un mouvement dans l'ombre attira son attention. Jack Corian se tenait près de la chapelle, sa silhouette à peine visible au clair de lune. Il ne s'approchait pas du bâtiment. Il se tenait simplement là, levant les yeux vers le modeste clocher dont Thomas était si fier. Le cœur de Sarah se mit à battre à toute vitesse. Que faisait-il là? Que voulait-il? Avant même d'y réfléchir, elle enroula son châle autour de ses épaules et sortit. L'air nocturne était frais sur sa peau, emportant avec lui le parfum de la sauge et de la pluie lointaine. Corian se retourna au bruit de ses pas, et même dans l'obscurité, elle pouvait voir son sourire. « Vous ne pouvez pas dormir non plus ?» demanda-t-il doucement. « Je vous ai vu depuis la fenêtre, » admit Sarah, puis se sentit idiote d'avoir avoué. « Quelque chose ne va pas? » « Non, madame, je réfléchissais simplement. Il y a des années, je connaissais un prédicateur, différent de votre mari. Je pense qu'il croyait que Dieu vivait ici. » Il désigna du doigt l'immensité obscure au-delà de la ville, dans les contrées sauvages, et non dans les bâtiments construits par les hommes. Sarah se surprit à s'approcher, attirée par sa voix et les idées qu'elle véhiculait. Thomas aurait qualifié cela de blasphème. Il croyait en l'ordre, en la civilisation, en la domestication de la nature sauvage. Et vous, en quoi croyez-vous? La question flottait entre eux comme un défi. On n'avait jamais demandé à Sarah ce qu'elle croyait, on lui avait seulement dit ce qu'elle devait croire. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. Cet aveu ressemblait à une confession. « Je pensais savoir, mais maintenant... »« Venez, » dit soudain Corian en lui tendant la main. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. »
Tous ses instincts lui criaient de refuser. Une veuve seule la nuit avec un inconnu. C'était plus que scandaleux, mais quelque chose de plus fort que la bienséance la poussa à placer sa main dans la sienne. Ses doigts étaient chauds et cailleux, et elle ressentit ce contact comme un choc dans tout son corps. Il l'éloigna de la chapelle, passa devant le cimetière où Thomas reposait dans sa tombe bien ordonnée, et l'emmena sur une petite colline qui surplombait la prairie. La lune était pleine et brillante, transformant le paysage en une mer argentée qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « Regarde, dit-il simplement. » Sarah regarda et pour la première fois, vit vraiment. L'immensité du paysage lui coupa le souffle. Des kilomètres et des kilomètres de terre ouverte, seulement interrompus par l'ombre occasionnelle d'une mesa ou la ligne sombre d'un ruisseau lointain. Les étoiles au-dessus de leur tête étaient innombrables, bien plus brillantes qu'elles ne l'avaient jamais été depuis les limites de la ville. Un coyote hurla quelque part dans l'obscurité, et son cri fut repris par un autre, puis un autre, jusqu'à ce que la nuit résonne de leur musique sauvage. « C'est en cela que je crois, » dit Corgan doucement. « C'est mon église. Pas de mur, pas de règles, personne pour te dire qui tu dois être ou comment tu dois vivre. Juste un espace pour respirer, pour être soi-même, pour faire ses propres choix. »« C'est magnifique, » murmura Sarah, les larmes aux yeux. « Et la liberté est souvent terrifiante. » Elle se tourna vers lui, cet homme qui avait bouleversé son monde soigneusement, ordonné par sa simple présence au clair de lune, son visage tout en ombre et en relief, ses yeux reflétant l'immensité sombre du ciel. « Pourquoi t'es-tu vraiment arrêté ici ?» demanda-t-elle. « Il y a d'autres villes, d'autres endroits où se reposer. » Il resta silencieux pendant un long moment. « Alors peut-être que j'étais fatigué de courir. Peut-être que j'ai vu quelque chose qui m'a donné envie de m'arrêter un moment. » Sa main retrouva la sienne et cette fois, elle ne fit pas semblant de croire que c'était accidentel. Peut-être que j'ai vu une femme debout dans une entrée qui semblait se noyer sur la terre ferme, et j'ai pensé que nous pourrions peut-être nous sauver mutuellement. « Je n'ai pas besoin d'être sauvé, » répondit Sarah machinalement, même si ses doigts se resserraient autour des siens. « Vraiment? » Il se rapprocha d'elle et elle put sentir l'odeur du cuir et du tabac, sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un t'a touché simplement parce qu'il en avait l'envie? À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose simplement parce que cela te faisait du bien, et non parce que c'était convenable ou attendu? Sarah eut le souffle coupé. Thomas l'avait touché, bien sûr, mais toujours avec une sorte d'efficacité apologétique, comme si les aspects physiques du mariage étaient une nécessité regrettable. Et depuis sa mort, elle était aussi intouchable qu'une statue de sainte, préservée dans l'ambre du veuvage. La veuve du pasteur cachait son désir, murmura Corianne, sa main libre venant se poser sur sa joue. Mais je peux le voir dans tes yeux, Sarah. Je le sens dans la façon dont tu trembles quand je suis près de toi. Tu n'es pas morte. Peu importe le noir que tu portes, tu es vivante et tu as des désirs. Et il n'y a aucun péché à cela. S'il te plaît, murmura-t-elle, ne sachant pas si elle le suppliait d'arrêter ou de continuer. Dis-moi de partir, dit-il en traçant du pouce la ligne de sa mâchoire. Dis-moi de retourner à la pension et de ne plus jamais te parler. Dis-moi que tu te contentes de tes prières et de ta bienséance, et je partirai. Sarah ouvrit la bouche pour dire exactement cela, pour le renvoyer et retourner à sa vie sûre et étroite. Mais les mots ne sortiront pas. Au lieu de cela, elle se retrouva à se balancer vers lui, attirée comme un papillon de nuit par la flamme. « Je ne peux pas, » souffla-t-elle. « Dieu, aide-moi. » Je ne peux pas. Ses yeux s'assombrirent, et pendant un instant, ils restèrent figés, en équilibre au bord de quelque chose d'irréversible. Puis, avec un son qui aurait pu être une malédiction ou une prière, Corianne l'attira contre lui. Ce baiser n'avait rien à voir avec ceux que Thomas lui avait parfois accordés. C'était du feu et de l'exigence, une revendication qui la secoua jusqu'au plus profond d'elle-même. La bouche de Corianne était dure et avide sur la sienne, ses bras comme des bandes de fer autour de son corps. Sarah haleta, et il approfondit le baiser, sa langue s'engouffrant dans sa bouche avec une audace qui aurait dû la choquer. Au lieu de cela, elle se surprit à répondre avec une passion qu'elle ne se savait pas posséder. Ses mains se crispèrent sur sa chemise, son corps se pressant contre le sien, comme s'il essayait de fusionner complètement avec lui. Quand il se retira enfin,
Ils respiraient tous les deux difficilement. Les lèvres de Sarah étaient gonflées, marquées par son contact. Elle pouvait encore sentir son goût. Du whisky, de la sauvagerie et quelque chose d'essentiellement masculin qui lui faisait fléchir les genoux jusqu'à ce que le vagabond lui impose un baiser qui lui brûlait l'âme. Il cita doucement, d'une voix rauque. « Est-ce ce que j'ai fait, Sarah? Je t'ai brûlé? » « Oui, murmura-t-elle, et ce mot était à la fois une accusation et un aveu. « Oui, que Dieu me vienne en aide. » Elle s'arracha à ses bras, puis trébucha en arrière. Tout son corps semblait vivant, chaque terminaison nerveuse chantant de conscience. C'était ce qui lui manquait. Ce que la froide bienséance de Thomas ne lui avait jamais donné. Ce sentiment d'être totalement, complètement vivante. « Je dois y aller », haleta-t-elle en enroulant étroitement son châle autour d'elle, comme s'il pouvait contenir le feu qu'il avait allumé. C'était « Nous ne pouvons pas. Je dois y aller. » Corian ne fit aucun geste pour la retenir, il resta simplement là, à la regarder avec des yeux qui semblaient voir directement dans son âme. « Je serai là demain soir, dit-il doucement, à la même heure, si tu veux parler ou si tu veux... » Il laissa sa phrase en suspens, mais son sens était clair. Sarah s'enfuit d'alors, courant vers sa maison comme si tous les démons de l'enfer étaient à ses trousses. Mais les démons, réalisa-t-elle en claquant la porte derrière elle, étaient désormais en elle. Corian avait réveillé quelque chose avec ce baiser, quelque chose de sauvage et d'avide qu'elle avait passé des années à essayer d'enfouir. Elle passa le reste de la nuit à genoux en prière, implorant le pardon pour sa faiblesse, pour le désir qui, même maintenant, pulsait dans ses veines comme du feu liquide. Mais même pendant qu'elle priait, elle savait avec une terrible certitude que demain soir, elle se tiendrait à nouveau sur cette colline, attendant qu'un vagabond aux yeux gris achève sa destruction. Ou peut-être, murmura une petite voix dans l'obscurité, attendant qu'il achève son salut. Car qu'était vraiment le salut? Le courage de vivre enfin pleinement. L'aube arriva comme une accusation, sa lumière pâle s'infiltrant par les fenêtres de la chapelle où Sarah était agenouillée, priant désespérément. Elle s'était enfuie ici dans l'obscurité précédant l'aube, cherchant un refuge contre les souvenirs qui la tourmentaient, la chaleur de la bouche de Corian, la force de ses bras, la façon dont son corps avait trahi tous les principes qui lui étaient chers. Le pôle en bois était dur sous ses genoux, mais elle accueillait volontiers cet inconfort, espérant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre expier sa faiblesse. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle à la simple croix en bois suspendue au-dessus de l'autel. J'ai péché en pensée, j'ai oublié ma place, mon devoir, les vœux que j'ai faits, mais même pendant qu'elle priait, elle pouvait encore le goûter, sentir la pression fantomatique de ses lèvres contre les siennes. Le baiser avait effectivement brûlé son âme, comme il l'avait dit, laissant Ash et Amber là où il n'y avait autrefois qu'une froide convenance. Le bruit de pas la fit lever la tête. Madame Templeton, l'institutrice, se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage émacié, crispé par l'inquiétude, et autre chose, de la curiosité peut-être, ou du jugement. « Ma chère Madame McKenna, dit-elle d'une voix teintée de ce ton particulier réservé à ceux que l'on soupçonne de défaillance morale. Vous êtes très en avance. Tout va bien? » Sarah se leva avec raideur, lissant sa jupe de main légèrement tremblante. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle, ce qui était tout à fait vrai. J'ai pensé passer un peu de temps à prier. »« Quelle dévotion, » murmura Madame Templeton, bien que son regard restât perçant. « Nous pourrions tous prendre exemple sur vous, » ajouta-t-elle après une pause délicate. « Vous semblez plutôt pâle. Êtes-vous certaine de ne pas être malade? »« Tout à fait certaine. »« Merci. Eh bien, prenez soin de vous. La ville compte sur vous, vous savez, en tant que veuve du pasteur. Vous avez la responsabilité particulière de maintenir les normes morales établies par votre cher mari. » Le sourire de la femme était aussi fin que du papier. Nous ne voudrions pas que quoi que ce soit compromette cette responsabilité. L'avertissement était clair comme de l'eau de roche. Sarah soutint le regard de la femme, même si à l'intérieur elle se sentait vide comme un roseau. Bien sûr que non. Je comprends parfaitement ma position. Après le départ de Madame Templeton, Sarah resta dans la chapelle, fixant la croix que Thomas avait sculptée de ses propres mains. Il en était si fier, tout comme de l'Église et de l'ordre qu'il imposait à cette région sauvage. Elle essaya de se remémorer son visage, de se souvenir du réconfort que lui procurait sa certitude, mais tout ce qu'elle voyait,
C'étaient des yeux gris et un sourire tordu. La journée s'écoula dans le brouillard des tâches quotidiennes. Sarah fit ce qu'elle avait à faire, rendant visite aux malades, aidant à préparer le service du dimanche, conservant l'apparence d'une veuve respectable. Mais partout où elle allait, elle sentait des regards posés sur elle, comme si son péché était écrit sur son visage à la vue de tous. Lorsqu'elle passa devant la pension, ses pas vacillèrent et elle dut se forcer à continuer à marcher. C'est dans le magasin général qu'elle apprit la nouvelle. Jake Morrison, l'un des ouvriers du ranch Double Bar, tenait salon près du tonneau de cornichons, sa voix portant clairement dans le petit espace. « Ce vagabond a posé des questions », dit-il en crachant du jus de tabac dans un crachoir en laiton. Il voulait savoir où se trouvait la piste vers le nord et s'il y avait des problèmes avec les Indiens dans le Montana. Bart dit qu'il l'a vu nettoyer ses fusils ce matin. Pas seulement un, mais 3. Un homme ne transporte pas autant d'armes à moins qu'il ne s'attende à des ennuis, qu'il ait l'intention d'en causer ou qu'il cherche à les fuir, suggéra Will Harper, l'employé de banque. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes du côté d'El Paso. Un homme a été tué pour une partie de cartes et le tireur s'est enfui vers le nord. La description correspond assez bien à notre visiteur. Sarah serra les mains sur son panier. Elle voulait défendre Corian, leur dire qu'il se trompait, mais comment le pouvait-elle? Que savait-elle vraiment de lui, à part le fait que son baiser l'avait complètement bouleversé? Eh bien, il ne trouvera pas d'ennui ici, déclara Sam Hutchkins, le banquier et mari d'Adelaide. Le shérif Thompson le surveille. Un faux pas, et il se retrouvera à regarder le monde à travers des barreaux. En parlant de garder un œil sur les choses, dit Jake, son regard se posant sur Sarah avec une spéculation désagréable. Je l'ai vu près de la chapelle hier soir, très tard pour un homme qui étudie l'architecture. Sarah sentit ses joues s'empourprer, mais garda une voix calme. Je ne sais rien à ce sujet, Monsieur Morrison. Je me suis couché tôt. Bien sûr, acquiesça Jake, bien que son sourire narquois suggérait le contraire. Je disais juste ça comme ça. Une femme seule doit être prudente, surtout une femme dans votre position. Sarah termina ses achats et s'échappa du magasin, sentant le poids de leurs spéculations la suivre comme une ombre. Le soleil tapait sans pitié, et elle rêvait d'ombres fraîches et de brises du soir, de se tenir sur une colline surplombant des possibilités infinies. Cet après-midi-là, une tempête de poussière arriva de l'ouest, transformant le ciel en une couleur de violeton et poussant tout le monde à l'intérieur. Sarah regarda depuis sa fenêtre la ville disparaître derrière un rideau de sable tourbillonnant. Le vent hurlait comme un être vivant, faisant vibrer les fenêtres et les portes, cherchant à entrer. Elle avait déjà traversé de nombreuses tempêtes de ce type, mais celle-ci semblait différente, chargée de la même énergie agitée qui s'était accumulée dans sa poitrine depuis l'arrivée de Corian. À l'approche du soir, alors que la tempête ne montrait aucun signe d'apaisement, Sarah se retrouva à faire les 100 pas dans sa petite maison comme un animal en cage. Elle savait qu'elle ne devait pas sortir par un tel temps. Elle savait qu'il ne serait probablement pas là de toute façon. Mais lorsque l'horloge sonna 20 heures, elle s'enveloppa dans son épais manteau et se glissa dans la tempête. Le vent la frappa immédiatement, essayant de la repousser, mais elle continua d'avancer, une main tenant sa capuche, l'autre tendue devant elle. Le sable lui piquait les yeux et lui remplissait la bouche, mais elle continua d'avancer, poussée par un besoin qu'elle ne pouvait nommer. Elle faillit lui rentrer dedans. Il surgit de la tempête comme un spectre et la saisit par les bras pour la stabiliser. Sans un mot, il l'entraîna à l'abri de la chapelle, où le vent était légèrement plus calme. « Tu es venu, dit-il devant élever la voix pour couvrir le bruit de la tempête. Je ne pensais pas que vous viendriez, pas dans ces conditions. Je n'aurais pas dû, répondit-elle, ces mots presque perdus dans le vent. C'est de la folie. Peut-être, acquiesça-t-il, les mains toujours posées sur ses bras. Mais parfois, la folie est la seule réponse sensée à un monde insensé. Il semblait différent dans la lumière étrange de la tempête, plus sauvage, plus dangereux. Du sable s'était accumulé dans les plis de son manteau et ses cheveux étaient ébouriffés, mais ses yeux étaient fixés sur les siens, et elle y vit le reflet de sa propre soif désespérée. « On dit des choses sur toi en ville, dit-elle, à propos des troubles à El Paso, des armes et de la violence. » Il serra les mâchoires. Les gens disent beaucoup de choses, certaines vraies, d'autres fausses. Est-ce que ça a de l'importance? Ça devrait, répondit Sarah. Ça devrait avoir de l'importance pour moi qui vous êtes.
ce que vous avez fait. Mais ce n'est pas le cas. Elle secoua lentement la tête. Mon Dieu, aidez-moi. Ce n'est pas le cas. Je sais ce que je devrais ressentir, ce que je devrais faire. Je devrais me détourner de vous, retourner à ma vie normale, oublier que vous avez jamais existé, mais je n'y arrive pas. Sa voix se brisa. Ce baiser, tu m'as ruiné. Non, dit-il avec férocité en la serrant contre lui. Je t'ai réveillé. Il y a une différence. La tempête faisait rage autour d'eux, et Sarah avait l'impression d'être au bord d'un grand précipice. Un pas en avant et elle tomberait, laissant derrière elle tout ce qu'elle avait toujours connu. Mais n'était-elle pas déjà tombée? Ce baiser ne l'avait-il pas déjà poussée dans le vide? Viens avec moi, dit soudain Coran. Il y a une vieille cabane à environ 1 kilomètre au nord. Nous pouvons y attendre que la tempête passe. Sarah savait ce qu'il lui demandait réellement. L'accompagner signifierait franchir une ligne de non-retour. Sa réputation, sa position dans la communauté, la vie qu'elle s'était construite sur les fondations de son veuvage, tout cela serait détruit. Mais en plongeant son regard dans ses yeux gris tempête, elle comprit que cette vie n'existait déjà plus, qu'elle s'était effondrée dès l'instant où il était arrivé en ville. « Oui, murmura-t-elle, et elle sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine, comme un oiseau s'échappant de sa cage. Ils luttèrent ensemble contre la tempête. Corian ouvrait la voie avec l'instinct sûr d'un homme habitué à naviguer sur des terrains difficiles jusqu'à la cabane. Quand ils l'atteignirent enfin, ce n'était guère plus que 4 murs et un toit, mais c'était un abri contre le sable déchaîné. À l'intérieur, le silence soudain était presque choquant. Sarah repoussa sa capuche de ses mains tremblantes, consciente qu'elle se tenait au seuil de sa propre destruction. Ou peut-être, pensa-t-elle tandis que Coran allumait la seule lanterne posée sur une table grossière, de sa propre renaissance. « Sarah, commença-t-il, mais elle le fit taire d'un geste. « Non, dit-elle, ne me dis pas que je peux encore partir, que je peux encore me sauver. Ne me donne pas le choix. Je suis tellement fatigué d'être bonne, d'être convenable, d'être ce que tout le monde attend de moi. Pour une fois dans ma vie, je veux être ce que je choisis d'être. » Il la regarda longuement, puis acquiesça. « Très bien, dit-il simplement. Alors choisis. » Et elle choisit. La lanterne projetait des ombres dansantes sur les murs rugueux, tandis que Sarah se tenait tremblante dans le petit espace. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la cabane, on n'entendait que le bruit de leur respiration et les battements sauvages de son cœur. Elle avait l'impression d'avoir quitté le temps lui-même pour entrer dans un lieu où les règles de sa vie ordinaire n'avaient plus aucun pouvoir. « Tu trembles, » observa doucement Corgan, sans faire le moindre geste pour s'approcher d'elle. « J'ai peur, » admit-elle en serrant ses bras autour d'elle. « Pas de toi, mais de moi-même, de ce que je veux. Et que veux-tu, Sarah? » La question resta en suspens entre eux. Sarah ferma les yeux, essayant de trouver les mots pour exprimer le tumulte qui l'habitait. « Je veux me sentir vivante, » murmura-t-elle. « Depuis si longtemps, je traverse mes journées comme un fantôme, faisant ce qu'on attend de moi, disant ce qu'il convient de dire. Thomas disait que les désirs terrestres étaient des chaînes qui nous empêchaient d'accéder au paradis. Mais que se passe-t-il si ces chaînes sont précisément ce qu'il considérait comme sacré? Et si le devoir, les convenances et la réputation étaient les véritables prisons? Elle ouvrit les yeux et vit que Corian la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je veux savoir ce que l'on ressent lorsqu'on est touché par la passion, et non par le devoir. Je veux être considérée comme une femme, pas comme un symbole. Je veux... » Sa voix se brisa et les larmes commencèrent à couler. « Je veux tant de choses que je ne suis pas censé vouloir. » Corian franchit de la distance qui les séparait, puis la prit dans ses bras. Contrairement à leur baiser sur la colline, cette étreinte était douce, offrant du réconfort plutôt que de la passion. Sarah enfouit son visage contre sa poitrine et pleura pour la fille qu'elle avait été, pour les rêves qu'elle avait enterrés avec son mari, pour la vie qu'elle était sur le point de laisser derrière elle. « Tout va bien, » murmura-t-il en lui caressant les cheveux. « Laisse tout sortir. Tu as trop longtemps retenu tes émotions. » Lorsque ses larmes se calmèrent enfin, Sarah s'écarta légèrement, gênée par son émotion. « Je suis désolée. Tu dois me trouver idiote. Je pense que tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, » dit-il en prenant son visage entre ses mains. « Il faut du courage pour admettre ce que l'on veut, et encore plus pour l'obtenir. » Elle rit nerveusement. « Courageuse? Je suis terrifiée.
Les deux ne s'excluent pas mutuellement. Il sourit alors, ce sourire en coin qui hantait ses rêves. Tu sais, quand je t'ai vu pour la première fois debout dans cette porte, tu m'as rappelé un faucon que j'avais vu un jour pris dans un piège. Une créature magnifique destinée au ciel, mourant lentement sur le sol. Je voulais le libérer, mais je savais qu'il pourrait m'attaquer pour le remercier. Tu l'as libéré? Oui. Il m'a bien griffé. Il lui montra une légère cicatrice sur le dos de sa main, mais ensuite il s'envola, disparut dans le bleu, comme s'il n'avait jamais été capturé. Sarah suivit la cicatrice du bout du doigt, émerveillée par la chaleur de sa peau. Peut-être que je te grifferai aussi. Peut-être, acquiesça-t-il. Mais tu voleras. La tempête commença à s'apaiser pendant qu'ils discutaient, le vent hurlant s'atténuant jusqu'à devenir un murmure lugubre. Ils s'assirent ensemble sur le seul banc rudimentaire de la cabane. Et Coran lui raconta ses voyages, les montagnes qui touchaient le ciel et les déserts qui s'étendaient à perte de vue, les villes où des milliers de personnes vivaient entassées les unes sur les autres, et les vallées où un homme pouvait chevaucher pendant des jours sans voir âme qui vive. J'ai travaillé pendant un certain temps pour des chemins de fer, dit-il, posant des rails à travers le continent. C'était le travail le plus dur que j'ai jamais fait. Mais il y avait quelque chose de magnifique dans tout cela. Faire partie de ce qui reliait le pays, même si je savais que cela signifiait la fin de la frontière que j'aimais. Le regrettes-tu parfois? L'errance? Il réfléchit à la question. Parfois, pendant les nuits froides, quand mes os me font mal, je pense à quel point ce serait agréable d'avoir mon propre foyer. Mais ensuite, le matin arrive et je vois un nouvel horizon. Et je sais que je ne suis pas faite pour m'installer. Il fit une pause, étudiant son visage à la lumière de la lampe. Et vous? Regrettez-vous la vie que vous avez menée? Sarah pensa à son mariage, aux années passées à essayer de se conformer à l'idéal de Thomas, d'une femme pieuse. Je regrette de ne pas avoir posé de questions plus tôt. Je regrette d'avoir accepté des réponses qui ne m'ont jamais satisfaite. Mais surtout, elle le regarda dans les yeux. Surtout, je regrette qu'il ait fallu ton arrivée pour me faire réaliser que je m'étouffais lentement. Le vent était presque tombé, et à travers la petite fenêtre, Sarah pouvait voir les étoiles commencer à apparaître. Elle savait qu'elle devait partir. Elle savait que chaque instant où elle restait augmentait le risque d'être découverte, mais elle semblait incapable de bouger, incapable de briser ce charme d'intimité qui s'était tissé autour d'eux. « Parle-moi d'El Paso, dit-elle doucement. L'expression de Corian se durcit légèrement. « Tu es sûr de vouloir savoir? » Oui. Il resta silencieux pendant un long moment. Il y avait un homme, un joueur, qui aimait escroquer les gens désespérés pour leur prendre le peu qu'ils avaient. Je l'ai pris sur le fait. Il a sorti son arme. Il a haussé les épaules. J'ai été plus rapide. Alors tu t'es enfui. Son frère est le maire. Je n'aurais pas eu un procès équitable. Il la regarda fixement. Est-ce que ça change quelque chose de savoir que j'ai tué? Sarah y réfléchit, cherchant dans son cœur l'aura qu'elle aurait dû ressentir, mais tout ce qu'elle trouva, c'était une acceptation lasse des dures réalités du monde. Thomas tuait aussi, à sa manière, avec des mots au lieu de balles, avec la honte au lieu du plomb. Au moins, ta manière est honnête. Les yeux de Corian s'écarquillèrent légèrement. C'est une façon de penser dangereuse pour la veuve d'un pasteur. Je suis fatigué de penser de manière prudente, dit Sarah avec férocité. Où cela m'a-t-il mené? Seul dans une maison qui ressemble à un tombeau, passant mes journées à être ce que tout le monde attend de moi, alors qu'à l'intérieur, je hurle. Elle se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans la petite pièce. Savez-vous ce qui est le pire? Je ne suis même pas sûr de pleurer Thomas lui-même. Je pense que je pleure l'idée que je me faisais de lui, la sécurité qu'il représentait. Est-ce terrible? C'est humain, répondit simplement Coran. Sarah cessa d'arpenter la pièce et se planta devant lui, les mains crispées sur les hanches. J'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce réel? Qu'y a-t-il entre nous ou suis-je juste une commodité? Une conquête dont tu pourras te vanter dans la prochaine ville? Corian se leva lentement, le visage grave. Tu penses que j'ai l'habitude de faire ça, de courir après les veuves et de ruiner leur réputation? Je ne sais pas quoi penser. Il s'approcha d'elle, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. J'ai été avec des femmes, Sarah. Je ne vais pas te mentir à ce sujet. Mais là, c'est différent. Tu es différente. Comment ça?
Parce que tu me donnes envie d'arrêter de fuir, dit-il doucement. Parce que quand je te regarde, je vois des possibilités auxquelles je pensais avoir renoncé. Parce que ce baiser n'a pas seulement brûlé ton âme, il a brûlé la mienne aussi. La résistance de Sarah s'effondra. Elle se pencha vers lui et il la rattrapa, sa bouche trouvant la sienne avec une faim désespérée. Ce baiser était différent du premier, plus profond, plus conscient. Sarah s'y abandonna complètement, laissant la passion balayer ses pensées, ses craintes et ses convenances. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous deux difficilement. Les premières lueurs pâles de l'aube filtraient à travers la fenêtre. La tempête était passée, laissant le monde propre et neuf. « Je dois y aller, dit Sarah, même si chaque fibre de son être voulait rester. Si je ne suis pas de retour avant que la ville se réveille, je sais. » Coran lui caressa doucement le visage. « Mais ce n'est pas fini. Tu le sais, n'est-ce pas? Nous avons commencé quelque chose qui ne peut plus être arrêté maintenant. » Sarah acquiesça, incapable de parler à cause de la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle savait qu'il avait raison. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne pourrait jamais redevenir la femme qu'elle avait été. Cette femme était morte dans cette cabane, consumée par la passion, la vérité et la terrible liberté de choix. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Coran lui saisit la main. « Sarah, quoi qu'il arrive, quelle que soit ta décision, sache ceci. Tu es déjà libre. La porte de la cage est ouverte. C'est à toi de décider si tu veux t'envoler ou non. » Elle serra sa main, puis sortit dans l'aube naissante. Le monde semblait différent, plus net et plus réel qu'il ne l'avait jamais été. En retournant en ville, Sarah avait l'impression de marcher entre deux mondes, celui qu'elle avait toujours connu et celui qui l'appelait juste au-delà de l'horizon derrière elle. Elle savait que Corgan l'observait depuis l'embrasure de la porte de la cabane. Elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas, car elle savait que si elle le faisait, elle courrait vers lui et ne partirait jamais. La nouvelle se répandit à Redemption Creek comme un feu de paille. À midi, Sarah pouvait sentir le poids du jugement dans chaque regard. Toutes les conversations chuchotées cessaient lorsqu'elle s'approchait. Madame Garrett, qui tenait la pension, avait vu Corian rentrer juste après l'aube, ses vêtements couverts de poussière après la tempête. Le jeune Timothy Fletcher, sorti tôt pour aller voir le bétail de son père, avait aperçu une silhouette vêtue de noir qui venait de la direction de la vieille cabane. Sarah gardait la tête haute tandis qu'elle vaquait à ses occupations quotidiennes, mais à l'intérieur, elle se sentait aussi fragile que du verre soufflé. Dans le magasin général, les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Au puits, les femmes puisèrent rapidement leur eau et s'éloignèrent précipitamment. Même les enfants semblèrent sentir le changement, justement, la regardant avec des yeux écarquillés et curieux avant d'être emmenés par leur mère. C'est finalement Mme Hutchkins qui la confronta, se présentant à la porte de Sarah avec une délégation des femmes les plus en vue de la ville. Sarah les fit entrer et leur servit du thé, les mains tremblant à peine, conservant une apparence de normalité, alors même qu'elle sentait les murs se refermer sur elle. « Nous sommes venus parce que nous sommes inquiètes, » commença Mme Hutchkins, son ton suggérant tout sauf cela. « Mais nous avons fait des observations troublantes, concernant votre relation avec ce vagabond. » « Monsieur Coran a été que respectueux, » répondit Sarah avec prudence. « Les hommes respectueux ne rôdent pas autour des églises la nuit. » Madame Templeton intervint. « Les veuves respectables ne reçoivent pas non plus de tels hommes. »« Je n'ai reçu personne, » répondit Sarah, la vérité technique lui laissant un goût amer dans la bouche. « Peut-être pas chez vous, » concéda Mme Hutchkins, « mais vos actions ont donné l'impression d'être inappropriées et contraires à la morale. Les apparences sont primordiales. Votre défunt mari l'avait bien compris. Il a travaillé si dur pour établir des valeurs chrétiennes appropriées dans cette ville. Ce serait une tragédie de voir son héritage terni. » Sarah sentit la colère monter en elle, une flamme pure et brillante qui consuma sa peur. « Et que voulez-vous que je fasse? Éloignez-vous immédiatement de cet homme, dit fermement Mme Hutchins. Faites-lui clairement comprendre que ses attentions ne sont pas les bienvenues. Mieux encore, encouragez-le à quitter la ville dès aujourd'hui si possible. » « Et si je refuse? » Les femmes échangèrent un regard. « Alors nous serions obligés de reconsidérer votre position ici, Madame Hutchkins, dit-elle. La maison que vous occupez appartient à l'Église. Votre salaire provient de la congrégation. Ces privilèges vous sont accordés en tant que veuve de Thomas, dans l'espoir que vous respectiez ces principes. » La menace était claire. Se plier ou être chassé.
Sarah regarda ces femmes qui avaient prétendu être ses amies, qui lui avaient apporté des plats et présenté leurs condoléances, et les vit clairement pour la première fois. Elle ne se souciait pas de son bien-être, ni de sa vertu. Elle se souciait de maintenir la structure rigide qui donnait un sens à leur propre vie. « Je comprends, » dit Sarah doucement. « Je vais réfléchir à vos paroles comme elles le méritent. » Après leur départ, Sarah resta debout dans son salon vide, contemplant la vie qu'elle s'était construite sur les fondations de son veuvage. Chaque meuble, chaque livre, chaque petit confort lui avait été fourni par l'Église, par la charité de la communauté. Elle ne possédait presque rien qui lui appartenait. Même les vêtements qu'elle portait avaient été cousus à partir de tissus donnés par la Ladies' Aid Society. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit et trouva Corian debout devant elle, le visage sombre. « J'ai entendu, » dit-il simplement. « Toute la ville en parle. »« Tu ne devrais pas être ici, » dit Sarah. Mais elle s'écarta pour le laisser entrer quand même. « Qu'importe maintenant, le mal était fait. C'est ma faute, » dit-il une fois la porte fermée. « Je n'aurais jamais dû m'arrêter. » Sarah l'interrompit. « J'ai fait mon choix. Je ne suis pas une enfant qu'il faut protéger des conséquences. » « Que vas-tu faire? » Sarah se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui avait été son monde pendant si longtemps. « Je ne sais pas. Ils veulent que je te renvoie pour te rejeter publiquement. Si je ne le fais pas, je perds tout. »« Alors fais-le, » dit immédiatement Corian. « Renvoie-moi. Je partirai aujourd'hui. Tu peux leur dire que je t'ai fait des avances non désirées, que tu m'as rejeté. Votre réputation sera rétablie. » Sarah se tourna vers lui. Elle vit la douleur dans ses yeux, sa volonté de se sacrifier pour elle. Et ensuite, je redeviendrai le fantôme de Thomas McKenna. Je ferai comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu, comme si je n'avais pas enfin compris ce que signifie être vivant. Être vivant ne vaut pas grand-chose si vous mourrez de faim, dit-il d'un ton rude. Vous n'avez ni argent, ni famille. Que ferais-tu sans le soutien de l'Église? C'était une question légitime qui aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, Sarah sentit un étrange calme l'envahir. « Je survivrai, dit-elle. Les femmes survivent sans la charité des hommes depuis la nuit des temps. Je sais coudre, cuisiner, faire la lessive. Je peux enseigner l'alphabet aux enfants. Je peux me débrouiller. Dans cette ville, personne ne t'embaucherait. Pas si vous êtes considérée comme une femme déchue. Alors j'irai ailleurs. » Ces mots la surprirent alors même qu'elle les prononçait. Mais elle avait qu'ils étaient vrais. Quelque part où je ne suis pas la veuve du pasteur. Quelque part où je peux simplement être Sarah. Corian s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Vous savez que je ne peux rien vous offrir. Je n'ai ni maison, ni travail stable. Je suis recherché au Texas. Je ne peux pas te promettre la sécurité, ni la respectabilité. J'ai connu les deux. » Sarah répondit. « Elles ne valent pas autant que les gens le pensent. » Avant qu'il n'ait pu répondre, on frappa à nouveau à la porte, plus fort cette fois, plus insistamment. Sarah reconnut le poing lourd du shérif Thompson avant même d'entendre sa voix. « Madame McKenna, j'ai besoin de vous parler, vous et votre visiteur. » Sarah et Corian échangèrent un regard. Elle lui serra la main une fois, puis alla ouvrir la porte. Le shérif se tenait là avec deux adjoints, le visage empreint d'une désapprobation officielle. « Shérif, » dit Sarah calmement, « comment puis-je vous aider? »« Madame. » Thompson toucha brièvement le bord de son chapeau. « Je vais devoir demander à M. Corian de m'accompagner. Il y a eu une plainte. »« Quel genre de plainte? » demanda Corian en s'avançant. « Trouble à l'ordre public, corruption morale, création de troubles. » L'expression du shérif était désolée mais ferme. « Monsieur Barton, propriétaire du Double Bar Ranch, est officiellement demandé votre expulsion de la ville. En tant que citoyen éminent et membre du conseil municipal, sa parole a deux poids. » Sarah connaissait Barton, un hypocrite moralisateur qui rendait régulièrement visite aux filles du saloon, mais s'asseyait au premier rang à l'église tous les dimanches. « Pour quel motif? » demanda-t-elle. « Au motif que votre présence ici perturbe la paix et corrompt la moralité de nos femmes, » répondit Thompson en regardant directement Corrigan. « Vous pouvez partir tranquillement dans l'heure qui suit, ou je peux vous arrêter et laisser le juge Cooper trancher. À vous de choisir. » Sarah sentit la rage l'envahir. C'est de la persécution. Il n'a rien fait de mal. Peut-être pas. Thompson était d'accord, mais parfois, cela n'a pas d'importance.
Parfois, maintenir la paix signifie éliminer la source du conflit. Juste ou faux, il regarda Corrin. Que décidez-vous? Corrin observa longuement le shérif, puis acquiesça. Je partirai. Pas besoin d'arrestation ni de juge. Donnez-moi 1 heure pour rassembler mes affaires et régler ma note à la pension. Jack, non, protesta Sarah, mais il la fit taire d'un regard. C'est mieux ainsi, dit-il, pour nous deux. Mais Sarah comprit le message dans ses yeux, entendit ce qu'il ne disait pas. Ce n'était pas fini. Ce n'était qu'un retrait stratégique, pas une capitulation. Le shérif et ses adjoints escortèrent Corrin dehors, laissant Sarah seule dans son salon. Elle resta là un moment, puis se mit soudainement en mouvement. Elle sortit son vieux sac de voyage de sous le lit et commença à faire ses bagages. Elle n'avait pas grand-chose, elle possédait si peu de choses qui lui appartenaient vraiment. La Bible de sa mère, quelques photos, la bague en or toute simple que Thomas avait glissée à son doigt 5 ans auparavant. Elle regarda longuement la bague, se souvenant de la jeune fille qui l'avait acceptée avec tant d'espoir, tant de foi en l'avenir qu'elle représentait. Puis, avec une attention délibérée, elle la retira et la posa sur la cheminée. Cette jeune fille avait disparu, elle mourait lentement depuis des années. Il était temps de l'enterrer complètement. Pendant qu'elle faisait ses valises, l'esprit de Sarah tournait à toute vitesse. Elle avait peut-être un jour avant que les anciens de l'Église ne l'expulsent officiellement, un jour pour décider où aller, quoi faire. Mais sous la peur et l'incertitude, elle ressentait autre chose. Une exaltation sauvage, comme si elle se tenait au bord d'une falaise, prête à sauter par la fenêtre. Elle voyait Corrin être escorté jusqu'à la pension. Il marchait de la tête haute, sans honte et sans faiblir. Comme s'il sentait son regard, il leva les yeux et leurs regards se croisèrent à travers la distance. Il toucha le bord de son chapeau dans un geste qui ressemblait à un adieu, mais qui semblait plutôt être une promesse. Sarah appuya sa main contre la vitre et le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. Elle savait que bientôt, ce serait son tour de disparaître. Cette pensée aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle ressentit les premiers frémissements de quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. L'espoir. La soirée apporta un calme inquiétant à Redemption Creek. La nouvelle que le vagabond avait reçu son ordre de marche s'était répandue, mais la victoire de la ville ne fut pas célébrée. Au contraire, il régnait une tension vigilante, comme si tout le monde attendait que le deuxième coup tombe. Sarah était assise dans sa petite cuisine, son sac de voyage caché sous le lit. Par la fenêtre, elle pouvait voir des hommes se rassembler dehors, pas vraiment une foule, mais suffisamment pour faire battre son cœur à tout rompre. Elle reconnut Jake Morrison et plusieurs ouvriers du ranch du Double Bar, ainsi que d'autres habitués du saloon. Ils portaient des torches pour lutter contre l'obscurité grandissante, et leur voix résonnait dans l'air immobile. « Le shérif est trop indulgent », entendit-elle Morrison dire, laissant à ce vagabond le temps de régler ses affaires. Les hommes comme lui n'ont pas d'affaires à régler, sauf peut-être avec la veuve. Cette remarque fut accueillie par des rires cruels. Sarah s'efforça de rester immobile, de ne pas réagir à leurs insinuations grossières, mais ses mains se crispèrent sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle s'approcha prudemment, mais la voix qu'ils appelaient n'était pas celle d'un membre de la foule. « Madame McKenna, c'est le docteur Hartwell, je dois vous parler. » Sarah ouvrit la porte et trouva le vieux médecin debout devant elle, sa maillette médicale à la main. Derrière lui, elle pouvait voir la foule d'hommes remarquer sa présence, leur voix se réduisant à des murmures furieux. « Docteur, quelqu'un est-il malade? Puis-je entrer? » Il jeta un regard significatif à la foule rassemblée. « Vite, s'il vous plaît. » Une fois à l'intérieur, Hartwell posa sa mallette et se tourna vers elle avec une grave inquiétude. « Sarah, excusez-moi de vous tutoyer, mais nous n'avons pas le temps pour les formalités. Cette foule n'est pas là pour discuter agréablement. Il paraît qu'ils ont l'intention de s'assurer que le vagabond quitte la ville ce soir. D'une manière ou d'une autre, le shérif a été appelé ailleurs. Pratique, n'est-ce pas? Une prétendue perturbation au Ranch Murphy qui va l'occuper pendant des heures. Le visage ridé du docteur était sombre. Monsieur Corrin est à la pension. Il fait ses bagages comme vous le lui avez demandé, mais je crains qu'il ne parvienne pas vivant jusqu'à son cheval. Pas avec cette foule qui puise son courage dans le whisky et la droiture. Sarah sentit le sang se glacer dans ses veines. Ils vont le tuer ou presque, au nom de la justice frontalière. Ils diront qu'il protège la vertu de la ville. Le docteur Hartwell sortit un papier plié.
Je vous ai écrit une lettre de recommandation. Mon cousin à Colorado Springs tient une pension respectable et pourrait avoir besoin d'aide. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Sarah prit la lettre de main tremblante. Pourquoi m'aidez-vous? Le vieux docteur sourit tristement. Parce que j'ai vécu assez longtemps pour voir ce qui se passe quand la peur et l'arrogance se combinent. Parce que votre mari, malgré toutes ses vertus, n'a jamais compris que la grâce vaut mieux que le jugement. Et parce que ce jeune homme de la pension ait sauvé la vie de mon petit-fils une fois, même s'il ne sait pas que je le sais. C'est vrai. Il y a 2 ans, à Denver, mon petit-fils s'est fait voler et tabasser. Un inconnu est intervenu, a repoussé 3 hommes, n'a jamais donné son nom, s'est juste assuré que le garçon soit soigné par un médecin, puis a disparu. Mais je reconnaîtrais ses yeux gris n'importe où quand il est arrivé en ville. Sarah serra la lettre dans sa main, l'esprit en ébullition. La foule, nous devons l'avertir. C'est déjà fait, mademoiselle. Garrett se glissa par derrière et alla l'alerter, mais il refusa de fuir. Il dit qu'il partirait comme prévu, à son rythme, selon ses propres conditions. Le médecin secoua la tête. Quel imbécile têtu! Une agitation à l'extérieur attira leur attention. Par la fenêtre, ils pouvaient voir la foule se déplacer, descendant la colline vers la ville. Leurs torches vacillaient comme des lucioles dans l'obscurité, et leur voix avait pris le ton sinistre d'hommes se convainquant que la violence était une vertu. « Allez le voir, docteur !» insista Hartwell. « Il y a un passage secret à travers le cimetière. Vous pourriez atteindre la pension avant eux. » « Venez avec moi, » dit Sarah, qui se dirigeait déjà vers son sac de voyage caché. « Je suis trop vieux pour courir, ma chère. De plus, quelqu'un doit rester ici pour être témoin de ce qui se passe, afin de garantir que la vérité soit dite, quelle qu'elle soit. » Il lui serra l'épaule. « Partez maintenant. » Sarah attrapa son sac et se glissa par la porte arrière. Le cimetière s'étendait devant elle, les pierres tombales brillant faiblement au clair de lune. Elle courut entre elles, sa jupe s'accrochant à l'herbe rugueuse, la tombe de Thomas passant dans un flou. Elle ne ressentait aucune culpabilité à la laisser derrière elle, seulement l'urgence d'atteindre les vivants. La ruelle derrière la pension était vide lorsqu'elle arriva, essoufflée et échevelée. Elle pouvait entendre la foule approcher de Main Street, leur voix devenant plus forte, plus désagréable. Sarah se glissa par l'entrée arrière, manquant de heurter Madame Garrett dans le couloir sombre. Que Dieu ait pitié. La vieille femme eut le souffle coupé. « Madame McKenna, vous ne devriez pas être ici. Où est-il? » Le visage de Madame Garrett était marqué par l'inquiétude. Dans sa chambre, il nettoie ses armes. « J'ai essayé de le convaincre de sortir par derrière, mais il ne veut rien entendre. Il dit qu'il a payé la chambre jusqu'au matin et qu'il compte bien en profiter. » Sarah la repoussa et monta les escaliers 2 par 2. Elle trouva la porte de Corian et entra sans frapper. Il leva les yeux du fusil qu'il était en train de charger, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. « Sarah, qu'est-ce que tu fais? »« Ils arrivent, » l'interrompit-elle. « Une foule. Ils veulent te faire du mal. Peut-être même te tuer. Je sais. » Il continua à charger le fusil d'une main sûre. « Madame Garrett me l'a dit. Alors pourquoi es-tu encore ici? » Il posa le fusil et se leva, traversant la pièce en 2 enjambées rapides. « Parce que fuir une foule leur donne du pouvoir. Parce que j'ai dit que je partirais demain matin et que je tiens parole. Et parce que, dit-il en prenant son visage entre ses mains, parce que j'espérais que tu viendrais. » « C'est de la folie, » dit Sarah, les larmes aux yeux. « Ta fierté ne vaut pas ta vie. Ce n'est pas de la fierté, dit-il doucement. Ce sont des principes. Un homme doit fixer des limites, décider ce qu'il acceptera et ce qu'il n'acceptera pas. J'ai été chassé de trop de villes par trop de petits hommes. Pas cette fois. » Le bruit de verre brisé provenant d'en bas les fit tous deux se figer. La foule était arrivée. Corian, la voix de Morrison retentit dans la rue. « Sortez. Il est temps pour vous de quitter notre ville. » Jack s'approcha de la fenêtre et regarda dans la rue. Ils étaient une 12aine, ivres, mais pas trop, armés, mais espérant ne pas avoir à utiliser leurs armes. Il jeta un coup d'œil à Sarah. « Ils veulent me battre, m'humilier, me faire quitter la ville en rampant pour servir d'avertissement aux autres. Ouvrez! » Quelqu'un frappait maintenant à la porte de la pension. « Nous savons que vous êtes là, » protesta la voix aiguë et effrayée de Madame Garrett. On entendit le bruit du bois qui se fendait lorsqu'il forçait en entrée. Jack vérifia une dernière fois dans ses armes, puis surprit Sarah en les rangeant dans leur étui.
Je ne tirerai que si je n'ai pas le choix. Ce ne sont pas des hommes mauvais, juste des hommes effrayés. Effrayés par le changement, par tout ce qui menace leur petit monde sécurisé. Ils montent les escaliers, dit Sarah en entendant le bruit des bottes lourdes sur les planches. Passe derrière moi, ordonna Jack. Mais Sarah s'avança au contraire, se plaçant entre lui et la porte. Non, ils ne me feront pas de mal. Je suis toujours la veuve du pasteur, peu importe ce qu'ils pensent de moi, Sarah. La porte s'ouvrit brusquement et Morrison se tenait là avec 3 autres hommes, le visage rouge d'alcool et de droiture. Ils s'arrêtèrent net à la vue de Sarah. Eh bien, ricana Morrison, la veuve en personne. Tu es venu dire au revoir à ton amant. Je suis venu pour empêcher un meurtre, dit Sarah, d'une voix plus forte qu'elle ne se sentait. Ou bien as-tu perdu toute décence au point d'attaquer un homme désarmé? Désarmé? L'un des hommes éclata d'un rire rauque. Il a 3 armes à feu à notre connaissance que je n'ai pas sorties, dit Jack calmement, les mains visibles et vides. Et je ne le ferai pas, à moins que vous ne m'y obligiez, dit Morrison en poussant Sarah pour se mettre face à Jack. Vous avez corrompu une femme honnête, vous avez fait honte à notre ville. Les hommes comme vous doivent apprendre le respect. Le respect se mérite, il ne s'impose pas par la force. Jack répondit, et je n'ai rien fait dont je doive avoir honte. Rien? Le visage de Morrison était déformé par la rage. Tu as la veuve du pasteur qui te défend comme une vulgaire prostituée. La voix de Jack devint sinistrement calme. Fais très attention à ce que tu vas dire. La tension dans la pièce monta d'un cran. Sarah voyait les mains se diriger vers les armes, sentait la violence planer comme une créature vivante. Puis, de manière inattendue, une nouvelle voix rompit le silence. Ça suffit. Tout le monde se retourna pour voir le révérend Matthews, le prédicateur itinérant, qui desservait plusieurs villes frontalières, debout dans l'embrasure de la porte. Il était plus jeune que Thomas, avec des yeux bienveillants et une autorité tranquille. Le révérend Morrison s'écria. « Nous nous assurons simplement que ce fauteur de troubles quitte la ville comme on le lui a ordonné, à coups de poing et de menaces. » Matthews entra dans la pièce. Sa présence fit en quelque sorte paraître la foule plus petite, plus minable. Est-ce que notre foi nous a appris à former des foules dans la nuit, comme les Romains qui ont crucifié notre Seigneur? Il a corrompu la veuve. Quelqu'un protesta. Matthews regarda Sarah avec compassion. « Vous a-t-il forcé à faire quoi que ce soit contre votre gré, Madame McKenna? »« Non, répondit Sarah fermement. Tout ce que j'ai fait, c'était mon choix. Alors le péché, s'il y en a un, ne réside pas dans la corruption, mais dans le choix. Et la dernière fois que j'ai vérifié, le Seigneur nous a donné le libre arbitre pour une raison. » Matthews fit face à la foule. « Rentrez chez vous, tous. Allez retrouver vos femmes, vos enfants, votre conscience. Laissez le jugement à Dieu et la loi au shérif. » Un par un, les hommes sortirent, certains honteux, d'autres encore en train de marmonner. Morrison fut le dernier à partir, lançant un dernier regard venimeux à Jack avant de descendre les escaliers en tapant des pieds. Quand ils furent partis, Matthews se tourna vers Jack. « Vous partirez demain matin comme promis. » Jack confirma. Le révérend acquiesça, puis regarda Sarah. « Et vous, Madame McKenna, que ferez-vous? » Sarah leva le menton. « Je partirai aussi. La ville m'a clairement fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue. »« Je suis désolé, » dit Matthew sincèrement. Thomas l'aurait été. Il s'interrompit en secouant la tête. « Non, il est peut-être temps d'arrêter d'invoquer Thomas. Il n'est plus là, et les vivants doivent faire leur propre choix. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Il y a une diligence qui part vers le nord à l'aube. Elle s'arrête ici pour changer de chevaux, juste pour que vous le sachiez. » Après son départ, Sarah et Jack restèrent silencieux pendant un moment. Puis elle rit, un son tremblant qui ressemblait à moitié à un sanglot. Un pasteur qui comprend vraiment la miséricorde. Les miracles ne cesseront-ils donc jamais? Jack la prit dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine. « Tu as été magnifique, » murmura-t-il dans ses cheveux. Leur tenir tête comme ça. J'étais terrifié, admit-elle. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Il s'écarta pour la regarder. « Sarah, à propos de demain matin, je sais, l'interrompit-elle. Tu dois partir. »« Moi aussi. Ce n'est pas ce que j'allais dire. » Il sourit, ce sourire en coin. « J'allais dire que la scène dont Matthews a parlé peut accueillir 2 personnes. Si ça t'intéresse. » Le cœur de Sarah s'emballa.
Mais elle se força à être pragmatique. Où irions-nous? Au nord, au Colorado peut-être, ou au Wyoming, quelque part où nous pourrions prendre un nouveau départ. Il devint sérieux. Je ne peux pas t'offrir grand-chose. La vie avec moi ne sera pas facile, mais je peux t'offrir la liberté, le respect et tout l'amour qu'un homme errant peut donner. Sarah pensa à la vie qu'elle laissait derrière elle, à la sécurité, à sa position au monde familier de Redemption Creek. Puis elle pensa à la vie qui s'étendait devant elle, incertaine, peut-être difficile, mais pleine de possibilités. Oui, dit-elle simplement. Oui à tout cela. Ils passèrent le reste de la nuit à faire des projets, à discuter, à se serrer l'un contre l'autre, comme s'ils pouvaient arrêter le temps par la seule force de leur volonté. Et lorsque les premières lueurs pâles de l'aube touchèrent le ciel, ils étaient prêts. L'aube peignait le ciel de nuances roses et dorées, tandis que Sarah se tenait à la lisière de la ville, son sac de voyage à la main. L'air matinal était vif, emportant avec lui le parfum de la sauge et des possibilités. Derrière elle, Redemption Creek sommeillait encore, ses bâtiments formant des silhouettes sombres contre l'horizon qui s'éclaircissait. Elle avait parcouru ces rues une dernière fois, faisant silencieusement ses adieux à la vie qu'elle laissait derrière elle. Jack attendait près de la station de diligence, son cheval sellé et prêt. Il avait décidé de chevaucher à côté de la diligence plutôt que de prendre place à l'intérieur. Les vieilles habitudes avaient la vie dure, et il préférait la liberté de sa propre monture lorsqu'il la vit approcher, le visage illuminé d'un sourire qui fit battre son cœur. « Tu as des doutes ?» demanda-t-il doucement lorsqu'elle le rejoignit. Sarah regarda la ville derrière elle, le clocher de l'église qui s'élevait au-dessus des autres bâtiments, comme un doigt pointé vers le ciel. « Non, » répondit-elle fermement. « Je réfléchis seulement à ce qui va suivre. » La diligence arriva dans un nuage de poussière et un cliquetis de harnais, le conducteur saluant les passagers et se plaignant des routes accidentées. Sarah monta à bord et posa son petit sac à ses pieds. Par la fenêtre, elle pouvait voir les lève-tôt commencer à sortir de chez eux. Madame Hodgkins se tenait sur son porche, le visage empreint de désapprobation. Sarah soutint son regard, lui adressant un petit signe de tête en guise d'adieu, qui n'était ni une excuse ni un défi, mais simplement une reconnaissance, alors que la diligence se mettait en mouvement. Jack, qui chevauchait à côté de Sarah, vit d'autres visages apparaître. Le docteur Hartwell levait la main en signe de bénédiction. Madame Garrett essuyait les larmes sur ses joues. Même le révérend Matthews se tenait tranquillement près de l'église, l'air pensif. Tout le monde ne condamnait pas son choix. Elle se rendit compte que certains la comprenaient, même s'ils ne pouvaient le dire à haute voix. Les kilomètres défilaient, les éloignant de Redemption Creek à chaque tour de roue. Sarah se détendit peu à peu, le nœud serré dans sa poitrine se dénouant lentement. Un autre passager, un ingénieur des mines en route pour le Colorado, engagea avec elle une conversation agréable sur le temps et les perspectives d'exploitation de l'argent dans les montagnes. Cela lui semblait étrange d'être simplement une voyageuse parmi d'autres, et non la veuve du pasteur ou la pauvre Madame McKenna. À la première halte où ils s'arrêtèrent pour changer de chevaux, Jack l'aida à descendre de la diligence. Ses mains s'attardèrent sur sa taille et elle ne s'écarta pas. « Comment allez-vous » demanda-t-il en scrutant son visage. « Libre » répondit-elle, le mot ayant un goût sucré sur sa langue. « Je me sens libre. » Ils partagèrent un repas simple composé de haricots et de pain de maïs avec les autres passagers, et Sarah s'émerveilla de son caractère ordinaire. Personne ici ne connaissait son histoire, son passé, le scandale qu'elle laissait derrière elle. Elle était simplement une femme voyageant vers le nord, peut-être pour retrouver sa famille, peut-être pour occuper un poste. L'anonymat était enivrant. Alors qu'il se préparait à repartir, Jack l'attira à l'écart. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il, l'air sérieux, à propos de notre destination. « J'ai un ami à Colorado Springs, il tient un petit ranch. Il m'a déjà proposé du travail. Un travail honnête. Rien qui ne nous mettrait en conflit avec la loi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. »« Tu n'en as jamais parlé auparavant, » fit remarquer Sarah. Il haussa les épaules, l'air presque gêné. Je n'avais jamais eu de raison d'y penser auparavant. S'installer me semblait être une capitulation, mais maintenant, il lui prit les mains dans les siennes. Maintenant, j'ai une raison de m'arrêter. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Jack Corian, es-tu en train de dire que tu abandonnerais la route pour moi? » « Je dis que j'aimerais essayer, » corrigea-t-il.
Je ne peux pas promettre que je serai doué pour ça. Je risque de m'agiter. Je devrais peut-être accepter des missions qui m'éloigneront parfois, mais je reviendrai toujours si tu veux bien de moi. Oui, répondit Sarah sans hésiter. Oui, essayons. Oui, quoi qu'il arrive. Ils voyagèrent toute la journée, le paysage passant des plaines plates et poussiéreuses autour de Redemption Creek à des collines ondulantes parsemées de pins et de trembles. Sarah observait tout cela avec des yeux avides, emmagasinant les images de ce nouveau monde dans lequel elle entrait. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour la nuit dans une auberge, elle resta dehors à regarder les étoiles apparaître, plus brillantes qu'elle ne les avait jamais vues. Jack la trouva là et lui mit son manteau sur les épaules pour la protéger de la fraîcheur du soir. « Des regrets ?» demanda-t-il. « Aucun, » répondit Sarah en se blottissant contre sa chaleur rassurante. « Je repensais juste à quelque chose que tu as dit la première nuit, à propos du baiser qui a brûlé mon âme. » Et elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Ça m'a brûlé. Ça a brûlé tout ce qui était faux, tout ce qui n'était pas vraiment moi. Il ne reste peut-être pas grand-chose. Une femme sans maison, sans réputation, sans certitude quant à demain. Mais c'est réel. C'est à moi. » Il l'embrassa alors, sous la vaste voûte étoilée, et Sarah sentit le reste de son ancienne vie s'effacer comme une peau morte. Quand ils se séparèrent enfin, elle pleurait et riait en même temps. « Qu'y a-t-il » demanda Jack, inquiet. « Je viens de réaliser, dit-elle en essuyant ses larmes, que pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Et c'est merveilleux. » Ils arrivèrent à Colorado Springs 3 jours plus tard, une jeune ville animée par les mineurs et les marchands, les rêveurs et les intrigants. L'ami de Jack, un éleveur bourriné nommé Ben Taylor, les accueillit chaleureusement. Lui-même veuf, il comprenait ce que signifiaient les secondes chances et les nouveaux départs. « Ce n'est pas luxueux, » dit Ben en leur montrant la petite cabane sur sa propriété où ils pourraient séjourner. « Mais c'est solide et intime. Vous pouvez m'aider avec les chevaux, Jack et Madame. Excusez-moi, comment dois-je vous appeler? » Sarah hésita un instant, puis sourit. « Juste Sarah. Sarah Corian. » Les yeux de Jack s'écarquillèrent légèrement. Ils n'avaient pas encore parlé de mariage, mais il ne dit rien, se contentant de lui serrer la main. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sous le porche de leur nouvelle maison, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes, Sarah repensa au voyage qui l'avait amené ici. De la bienséance étouffante de Redemption Creek à cette nouvelle vie rude mais honnête, de la veuve du pasteur à la simple Sarah, la transformation avait été aussi complète qu'une résurrection. « Ça vous manque ?» demanda Jack. « La sécurité, la respectabilité. » Sarah réfléchit à la question. « Certaines personnes me manquent, le Dr. Hartwell, Madame Garrett, mais la vie elle-même? Non, cette vie me tuait à petit feu, un jour convenable après l'autre. Et cette vie? » Elle le regarda, cet homme qui lui avait ouvert les yeux sur des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. « Cette vie pourrait aussi me tuer, admit-elle, mais au moins, je mourrais en vivant. » Jack rit et la serra contre lui. « C'est ma femme sauvage, même si je promets de faire de mon mieux pour nous garder tous les deux en vie et épanouis. » Alors que la nuit tombait et que les premières étoiles apparaissaient, Sarah repensa une fois de plus à Redemption Creek, au cimetière où reposait Thomas, à la femme qu'elle avait été, et elle leur souhaita à tous la paix, même à ceux qui l'avaient enchassée. Ils vivaient selon leur propre compréhension, tout comme elle vivait enfin selon la sienne. « À quoi penses-tu » demanda Jack, sentant son soupir. Sarah sourit, respirant le parfum des pins et des possibilités. « Je pensais à la veuve du pasteur qui cachait son désir. J'espère qu'elle a trouvé la paix où qu'elle soit, et à la femme qui a pris sa place. Elle ne cache plus rien, dit Sarah, en se tournant pour l'embrasser sous le ciel infini. Le lendemain matin, il y aurait du travail à faire, une vie à construire, un avenir à créer à partir de rien d'autre que de l'espoir et de la détermination. Il y aurait des défis qu'elle ne pouvait encore imaginer, des joies dont elle n'avait jamais osé rêver. Mais ce soir, assise sous le porche d'une cabane rustique avec un homme qui la voyait telle qu'elle était vraiment, Sarah Corian était exactement là où elle devait être. Le vent de la prairie chantait son éternelle chanson de liberté et de distance. Et quelque part dans l'obscurité, un coyote appelait sa compagne. Sarah écoutait ces sons sauvages et souriait, sachant qu'elle avait enfin trouvé sa place dans leur cœur.
La veuve du pasteur avait disparu, enterrée plus profondément que n'importe quelle tombe. À sa place se tenait une femme renaissante, façonnée par le feu et le choix en quelque chose de complètement nouveau. Et comme Jack l'avait promis cette nuit-là, qui semblait remonter à une éternité, elle avait appris à voler. Merci d'avoir écouté cette histoire de la frontière américaine. J'espère que l'histoire de Sarah et Jack vous a touché le cœur autant que le mien. Où êtes-vous en train de profiter de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir si vous l'écoutez depuis une grande ville ou une petite ville, depuis les États-Unis ou ailleurs dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From a Wild West pour découvrir d'autres récits authentiques sur l'amour, la rédemption et l'esprit indompté du Far West. Qu'avez-vous pensé du parcours de Sarah? Partagez vos impressões ci-dessous. Não tem como tirar, calma. Cadê? Galera, eu estou Calma. infiltrado. Gente, O foda Eu é que fica, estou mano, infiltrado. bom, se você ficar Ninguém assim, vai você saber que ver sou é eu. o é porque a aquário. foto é meio assustadora O e eu aquário entendi ficando pra que, atrás que, é é, o, bonitinho pra que, demais. que é o emote. Cara, Nossa, tá de uma pessoa máscara, completamente normal. Calma. Virou, meu Deus, a cabeça dele. E a capa, né? Brilhando. É, a capa Tem a também. capa brilhando. Tentei, Agora eu virou o tentei. Batman. Eu tentei, calma. Tudo resolvido. Pronto. Agora então Não tô achando nunca mais o Ele emote, nem vai graças ver, a pô. Deus. nem No vai meio da ver. confusão lá, não vai nem ver, Gabi, nem vai ver. Filho da puta aí que estão contra o meu progresso. Gente, Esse que é o sumiu. problema. É a única chance que eu tenho de matar ele. É isso. E ó, o Denis Me ainda vai ficar no ajuda nosso nessa, time, cara. então. Ah, ele foi embora. Já foi embora. Isso é o quê? Isso é pra respawn? Gente, tô vendendo... Sei lá. Posso Olha falar um isso, fato gente, completamente olha isso aleatório aqui. aqui, só porque eu olhei pro lado e fiquei com vontade de falar um fato Cadê? completamente aleatório pra vocês? Ah, bota aí. Eu tô imprimindo a minha impressora 3D um Squirtle de tamanho real, tocando Valeu. saxofone. Ah, que lindo! Como assim? Eu quero ver. Depois você manda foto. É do tamanho real. Mas É o do tamanho, o tamanho de um Squirtle de verdade. A Malena Não, podia o criar o maior projetado, esquema de mais ou pirâmide menos, possível com a entendeu? impressora. tamanho Que... real me quebrou. Quer dizer, porque é só imprimir outra ele vai impressora bater na no meu impressora joelho, ele vai bater no meu e joelho. vender. Caralho, mas com a impressora é bom, hein? Eu vou ficar Não, é atrás que da você imprime por Nick, partes, entendeu? E depois tá, monta. Você monta, tá. É. Vou ficar atrás da Nick. É. Eu vou ficar Ei, atrás- Mar, Ô, gente. Oi. eu queria tanto te pedir pra imprimir um negócio pra mim, isso aqui não vai dar pra trazer na mala porque é grande. Depende do É que tipo- for, manda desmontado, pô. Não conseguiu te bater? Não é, é, que é um porta-marcador, sabe? Não dá pra subir. Pô, tá marcado. Pulou, hein? Marcador, aquelas canetas de desenhar. Imagina o primeiro desafio é fazer esse Depois pulo. você imprime faz, separado e não você faz não, monta, tipo, aí você leva como se Não fosse faz, um não dá monte distância. Faz de, depois, de paredezinhas, entendeu? E depois Nossa, você lagou. monta. É que eu vi no pô. TikTok, era 90 pila cada um. Com R$5 de filamento. Mentira, sério? Opa, posso? Vai pra eu Ops. ficar lá. Cadê o nosso time, Passa NJ? aí, passa aí, passa aí. Pra casa, eu vou te- Obrigada, obrigada. O pessoal tem air fryer hoje em dia. Tamo liberado? Ou não? Sim, pode ir. Pode ir na frente. Arranja uma Pra onde? pederneira. Não sei. Vai. acender Vai dar tudo. desse lado aqui, né? Só vai? Oi, Nick! É? Oi! Passa aí, Não, passa aí. não. Não, acho que não tá aberto Não ainda, quer não. pederneira, Pode não. ir já? Para de... Vai matar Pode, quanto? você fica Nunca jogando vou coisa acender, na porra. cabeça da Ah, criança. não sei. Não tem uma métrica, não. Acho que todos. Celulares. Todos. Ô, todos, é. ô, menino. Essa é essa Ô, métrica. 03. Tipo, é o Não, pro- não, é tipo, grind. eu vi alguém na minha É, frente, tipo, morreu. Só precisava tomar Tipo, entre todos e, tipo, mais, né? A gente Eu vai acho que, poder Cigarrinho, tipo, disfarçar cigarrinho. essa enquanto Cigarrinho. estiver lá, tipo, é, pegar tipo, mano, coisa? o máximo possível, né? Tipo, grindar no meio da Fazer guerra, tá ligado? TNT. sabe É que o eu que queria acho que vai fazer acontecer? TNT, pegar Ah, pólvora Eu vou dar rapidinho, dois pegar passos, umas eu vou areias, pisar faz na TNT pressure plate, eu rapidão, vou tá cair com ligado? 40 bigorna na minha cabeça e 50k de TNT de alguém do seu chat. É isso que vai acontecer. Meu Deus. Trevor Será? Atomic. Não, não. Trevor Atomic Family. É o que, Aí, ó, é o que a foi vaga do promovido. Testinho tá me dizendo aqui. Essa da Shopee aqui tá me dizendo isso. Não é possível, pô. Mato, vou arrebentar o Caio. Eu vou botar, mano, toda a raiva do chat indo pra fora no Caio. Deixa comigo. Que isso, velho? Deixa comigo. Uma trap com bigode. Caralho, foi me diverti muito Ela ser a nela. melhor versão pra mim de volta, sabe? 40k de TNT, melhor? sabe aquela trap que explode 40 ao mesmo tempo assim?
Não, não, E aí, tipo, quebra eu me o vejo na minha melhor versão agora, mano. Eu me vejo É grande. que- Será, velho? Eu não Será gostei que- Caralho, Tá o Miguel legal? atualizou de novo, mano. Bem triste. É, olha só. Então, e olha o que eu consigo fazer. Deixa eu ativar meu modo, ó. Por que você não? Olha aí! Legal. A galera tá Aí, falando ó. que não é aura, que é Laura, mas nada a ver, Tá né? viajando? Laura? Aham, fui É, viajando. não, Laura? isso não é aura, isso é A Laura. gente legal. vai, a gente vai... Tirar o tempo vai... da cabeça e Vai. tal. Tá, fechou. Foi legal, foi legal. Quer? Mas me passa Você vai te dermatologista, deixar me passa dermatologista, Nossa, porque tá você não pensou tudo. um dia só pra Então, ganhar? é tipo uma mistura de mudou, ubrânia com mudou. maconha, sabe? Que dá esse que efeito. Ah, então acho que eu não vou conseguir, eu não sou muito adepta, não. Se perdeu, mano. É complicado. A gente vai o quê? Ah, Vou pai, mas é... desarregaçar minhas mãos. Você... Mentira que tu fez um furinho no queixinho. Ah, não, mano, não. Eu fiz. Ele tem furinho no queixinho? Não, Ai, ele eu fiz tem o uma queixinho vez, mas bundudinho. É o queixinho de bunda, isso, o queixinho de bundinha. Não, eu fiz escultura, né? E daí a harmonização pouco. facial, né? Metade, Aí também assim, sonoplastia, otoplastia. Metade pra E daí... cima. Tu tinha que tá loiro, mano. Mas calma, metade tá foi todos boa. os packs aí dentro? Tipo, Aí de ele máscara achou amarela? o verdadeiro Shed. Então, não, Depois me conta tudo. não, só Metaliza. tem um pack que é o Tá pack. bom. Estão me chamando de hétero Fechou? top, mas eu não sei se esse nome Fechou. Por que que resume o muito pack bem tá com o que aquela cara aconteceu ali? comigo agora. Meu Deus, o pack é do top é a junção de todos os Ah, packs. Não pode mais. Será que dá pra Agora, a soma dele de todas as versões Por um que queijo de eles bundinha? Não dá, não dá. Obrigado. Deprimente, né? Da minha cintura, vai. Será que o Léo também tá ali? Talvez muita coisa tenha acontecido no Então, vídeo, né, pelo cara? que eu vi na memória da Nogal, não parecia ter o Léo, mas tinha o pack dos passados. Como você viu na memória Ele da tá com uma Nogal? cara de, tipo, Roblox, tá ligado? Eu tive o privilégio de estar presente no momento. Ah, entendi. Você tá achando por quê? Que eu tô forte? Entendi, foi ela. Ah, Você o tá vendo mais força em mim? tantito. Ela tava fazendo, pegou até o fio do meu cabelo.